Nous découvrirons sera cette femme, saignée comme une chèvre. C'est un cadavre frais en plus. C'est un cadavre frais. Oui, c'est ça. Et visiblement, elle a été ligotée. La première bavure. Il sera difficile de faire croire que cette femme représentait un danger pour la sécurité du Burundi. Et puis, comme une revanche de la vie, comme une apparition miraculeuse, un vieillard surgit de nulle part. Il s'est terré pendant une semaine. Le déploiement des observateurs aura au moins permis ce jour-là de sauver quelques personnes. Quelques vieux, incapables de fuir et déjà résignés à mourir. Ces vieux, sauvés au hasard, sont les meilleurs témoins d'une certaine folie burundaise. Pour eux, il n'y a guère de différence entre un soldat Tutsi et un rebelle Hutu. Leur violence ne s'annule pas, elle s'accumule. Madame est restée ici pendant toute une semaine, là, comme ça? Une semaine. Ses petits-enfants sont partis. Elle est restée là toute seule, était à l'hôpital. Ainsi, jusqu'à la tombée du jour, Jean-Marie Ngendahayo et ses compagnons iront d'une maison à l'autre, sur les traces de l'armée burundaise, avec le sentiment de ne pas avoir été complètement inutiles. Mais le lendemain, le réveil sera dur. Les habitants de Kamenge commencent à rentrer et ils découvrent d'autres horreurs. Au total, le nettoyage de Kamenge aura fait une vingtaine de morts. Des gens ont tué gratuitement, pour le plaisir, dirait-on. Et comme d'habitude, on ne saura jamais par qui ni pourquoi. Ces crimes resteront impunis. Pour Jean-Marie Ngendahayo, qui avait tout tenté pour éviter l'inévitable, c'est au moins une déception. Et comme il est ministre des Relations extérieures, il est en première ligne pour essuyer le feu des réactions internationales. Après cette opération de Kamenge, c'est un feu roulant de critiques et de doléances. À tous ces accusateurs, Jean-Marie Ngendahayo oppose obstinément le même plaidoyer, le même discours, d'un réalisme toujours plus insoutenable. Écoutez, moi je pense qu'on fait ce qu'on peut. Les gens qui ont tué le président Dadaye, qui ont essayé de faire le coup d'État, avec ceux qui sont responsables des massacres qui s'en sont suivis, aussi bien dans le pays que dans cette ville, tous nous sommes toujours ensemble. On ne sait pas qui est modéré, qui n'est pas modéré, et on se débrouille tant bien que mal à trouver une porte de sortie par une voie étroite vers la paix. Et maintenant, la communauté internationale vient juger. Elle juge sans nous aider. Je trouve ça scandaleux plutôt de l'autre côté. C'est ça que je trouve, moi. Vous semblez inaccessible au découragement. Vous avez une espèce de morale en béton armé. C'est pas seulement le découragement, c'est aussi la peur. C'est-à-dire que ces deux sentiments, n'apportant rien, j'ai décidé de les ignorer. Mais ça ne veut pas dire non plus que je ne pourrais pas décrocher si je sentais que j'étais inutile à un moment donné. Décrocher, ça veut dire éventuellement non, oui, quitter le pays. Remettre le tablier et faire ce que j'ai envie de faire d'autre. Si je trouve que ce que je fais n'est plus utile et que ceux que je pensais être des modérés qui travaillent avec nous dans la Convention nous aident en quelque chose. À l'impossible, nul n'est tenu. Vous avez eu des coups de fil, vous avez reçu des coups de téléphone de l'étranger ces jours-ci à propos de ce qui s'est passé cette semaine? Je viens encore de donner une interview à la BBC. Oui, bon, ça c'est le boulot, mais des proches. Des proches?
Oui, il y a des gens qui m'appellent, bien sûr. Ou bien que j'appelle. Qui vous disent arrête les frais. Oh, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se disent. Hein. C'est selon. Trois semaines plus tard, Jean-Marie Nguenda Ayo envoyait sa lettre de démission au Premier ministre. Je considère inutile de participer à un gouvernement qui s'avère incapable d'assurer à tout citoyen burundais le droit élémentaire qu'est le droit à la vie. Lutua